En juin 2008, au cœur de Manhattan, le corps d'une jeune femme est retrouvé au milieu de la rue. Elle s'appelait Ruslana Krushkova et elle avait 20 ans. Top modèle international, égérie d'un parfum féerique, elle incarnait tout ce que l'industrie de la mode vend comme un rêve. La police conclut rapidement qu'elle a mis fin à ses jours. Pourtant, certains détails dérangent. Aucune substance, aucun mot d'adieu et une chute qui ressemble davantage à un élan qu'à une simple chute. Ruslana venait d'un autre monde, celui des jeunes filles de l'ex-URSS projetées trop vite sous les projecteurs. Un univers fait de solitude, de pression extrême, de relations toxiques et de promesses de transformation personnelle. Un an plus tard, un autre mannequin, son ami, met fin à ses jours. Et peu à peu, un même nom refait surface. Un groupe qui promettait guérison, renaissance et révélation de soi. Rose du monde. Alors que s'est-il vraiment passé? Simple tragédie personnelle ou engrenage psychologique bien plus sombre? Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est pas des plus joyeuses, puisqu'on va parler d'un top modèle qui s'est ôté la vie, mais on va également parler des circonstances de son décès. Il y a encore des zones d'ombre en 2026. Voilà, c'est un sujet qui a réémergé en 2024 grâce à un nouvel élément, donc beaucoup de questions. Est-ce qu'elle s'est vraiment ôté la vie ou est-ce qu'on l'a aidé à le faire? Sans perdre plus de temps, on va se lancer dans le sujet. C'est parti. Ruslana Krushkova est née en Russie le 2 juillet 1987. Peu après sa naissance, sa famille déménage au Kazakhstan et ses parents sont d'origine russe. Sa mère Valentina travaillait comme représentante en cosmétique et son père Sergueï était un vétéran de l'armée rouge jusqu'à sa mort en 1992. Il laisse alors derrière lui Ruslana, âgée de seulement 5 ans, ainsi que son frère aîné et leur mère Valentina, bien sûr. Elle se retrouve donc seule pour subvenir aux besoins de ses 2 enfants, mais Ruslana est très douée. Inscrite dans l'une des meilleures écoles de sa ville, elle excelle dans ses cours. Elle parlait couramment kazakh ainsi que russe et allemand. Elle rêvait d'étudier en Allemagne. Elle est également très douée en piano et elle avait des super notes. À cette époque-là, elle pensait pas du tout au mannequinat jusqu'à ce qu'elle arrive en terminale. Là, elle a 15 ans et il y a la responsable du club de langue allemande de son école qui pense qu'elle a le profil parfait pour un reportage photo dans le magazine All Asia. Ruslana accepte de poser pour la première fois devant l'objectif avec encore son appareil dentaire et le photographe déclarera: elle était innocente, complètement enfantine. Elle avait un regard d'enfant. Il y avait une étincelle dans ses yeux. Elle ne savait pas comment se tenir devant l'objectif et ses cheveux, ils descendaient jusqu'à ses genoux. Et c'est là que tout va démarrer. Le magazine All Asia, il est distribué dans tous les avions des compagnies aériennes du même nom. Et justement, il y a une recruteuse qui travaille chez Models One, une agence de mannequins prestigieuse londonienne. Elle s'appelle Debbie Jones et quand elle tombe justement sur ce magazine et qu'elle voit donc les photos de Ruslana, elle tombe immédiatement sous son charme. Elle semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Il nous fallait absolument la trouver et nous avons cherché partout jusqu'à ce que nous y parvenions. Elle était vraiment incroyable avec des traits félins et une beauté intemporelle. Et là, ça va très vite. En janvier 2004, à seulement 16 ans, Ruslana quitte donc la maison familiale pour aller à Moscou en Russie où elle va participer à son premier grand shooting et ce sera pour le magazine Cosmopolitan russe. Elle posera aussi en France pour l'officiel et au printemps, elle retourne à Almaty afin de finir ses cours et aussi de retirer ses bagues et là elle devient inarrêtable. À seulement 17 ans, elle défile à la Fashion Week de Londres pour Paul Smith, Kenzo, Prin. Elle pose pour Harper's Bazaar Russie pour les plus grands photographes. Avant même de défiler pour Marc Jacobs lors de la Fashion Week de New York en 2005, Ruslana postait déjà un portfolio impressionnant. Elle avait posé pour des créateurs de renom tels que Mario Sorrenti, Kenzo, également pour des campagnes publicitaires pour Clarins. Elle est aussi mannequin pour Vera Wang, Nina Ricci, Donna Karan, Christian Dior. Ses couvertures de magazines allaient de Vogue Russie à Elle France. Vogue britannique la qualifiait même de visage
personnage à suivre de près, tandis que certains journalistes de mode la surnomment la réponse russe, à cause de sa chevelure blonde très longue. Et bien sûr, je vous citais tout à l'heure Nina Ricci, c'est la fameuse publicité pour le parfum qui va la rendre mondialement célèbre. Il y a un attrait à ce moment-là pour les mannequins slaves, mais elle répond complètement au code recherché à ce moment-là. Ses yeux en amande et ses traits de conte de fées lui ont offert une vie de succès quasiment instantanée, mais qui malheureusement est devenue difficile à gérer. Dans l'ombre, Ruslana commence à souffrir. Et je tiens à préciser qu'en plus Ruslana, c'est pas le mannequin qui va faire la fête partout, qui va prendre des substances ou boire de l'alcool. Non, elle se couche très tôt, elle est très assidue, elle est toujours à l'heure au rendez-vous. En plus, elle envoie de l'argent à sa mère et son frère, donc elle fait vraiment les choses bien. Et à chaque fois qu'elle rate un casting ou qu'elle ne décroche pas un contrat, elle le prend vraiment très mal. Ça la fait pleurer, elle se sent malheureuse. Mais elle s'accroche, elle fait vraiment en sorte de faire décoller sa carrière. Malheureusement, quelques jours avant son 21e anniversaire, le 28 juin 2008, elle est retrouvée morte au pied de son immeuble. Elle a fait une chute de chez elle et elle a le cou brisé ainsi que les bras. Bref, la police conclut très vite à un acte volontaire, donc circuler, il n'y a rien à voir, affaire classée. On a IMG, l'agence américaine qui la représentait à ce moment-là, qui déclare « Nous sommes sous le choc et toutes nos pensées vont à sa famille ». Le concierge de l'immeuble a affirmé qu'il l'avait vue rentrer et qu'elle avait l'air d'aller très bien. Elle n'avait pas l'air triste. Et il y a une autre amie à elle qui s'appelle Kira, qui s'est précipitée chez elle tard le samedi soir, encore sous le choc, en déclarant « Nous nous sommes parlé au téléphone hier soir. Elle aimait tellement la vie, c'était un ange. » On a aussi une amie de sa ville, Kazakh, où elles ont grandi toutes les deux, qui ajoute que Ruslana n'était pas du genre à faire ce genre de bêtises, elle ne touchait pas aux substances. Et on a également une autre femme qui se présente comme une amie, qui déclare qu'elle semblait au comble du bonheur et il n'y avait aucun signe avant-coureur. Donc a priori, son entourage ne comprend pas, à commencer par sa propre mère, Valentina. Elle affirme que sa fille allait bien et qu'elle n'a pas pu sauter la vie. En plus de ça, Ruslana avait une peur panique du vide. Elle devenait malade et anxieuse rien qu'en regardant en bas depuis un balcon. Alors sauter, non, c'est pas possible. En plus de ça, pas de traces de substances, pas d'alcool, même pas de lettre d'adieu. Sa mère déclare même « Elle me disait tout, elle n'aurait jamais fait ça. Elle a tout bonnement été assassinée. » Alors il y a des blogs, également des articles de presse qui ont relayé des théories selon lesquelles la mafia russe aurait assassiné Ruslana, qui était un mannequin très bien payé, parce qu'elle souhaitait quitter le milieu de la mode. À côté de ça, on a également appris que Ruslana avait découvert que son agent lui volait de l'argent, mais qu'elle ne voulait pas porter plainte contre lui parce qu'elle était mineure. Et sa mort, qui survient quelques jours avant sa majorité, disons que le timing est bizarre. Alors que le mystère s'épaissit, les proches de Ruslana commencent un petit peu à se refaire le fil de leur conversation et ils se souviennent finalement qu'il y avait quelques petites choses qu'elle leur a dit, mais sur le moment ils n'ont pas vraiment prêté attention. L'une de ses amies se souvient l'avoir vue en mai, donc à peine un mois avant sa mort, et elle confie, elle avait l'air heureuse, ouverte comme toujours, mais elle lui aurait quand même mentionné, comme ça en passant, qu'elle avait poursuivi ses agents en justice pour détournement d'une part importante de ses revenus, environ 500 000 $. C'est là où mes sources divergent un peu. C'est d'après ce que j'ai trouvé, certaines déclarent que effectivement elle voulait porter plainte contre ses agents, mais que comme elle était mineure, elle ne pouvait pas ou ne voulait pas le faire. Et là, dans d'autres sources que j'ai trouvées, ils disent que finalement si, elle a porté plainte contre eux. Je sais pas quelle version est la vraie, je vous le cache pas, donc bon, je vous pose ça là. On a la directrice générale de l'agence Point Modeling en Russie qui expliquera plus tard dans une interview que la fraude financière est un problème courant pour les mannequins travaillant en Occident. Les mannequins sont souvent trompés en Occident. Les jeunes Russes qui partent travailler à l'étranger se plaignent fréquemment de ce genre de pratique. En général, lorsqu'un mannequin connaît le succès, elle quitte une grande agence et engage un agent personnel. Cet agent gère toutes les négociations pour les shootings et les défilés. Il garde les montants contractuels secrets et ne remettent aux mannequins qu'une petite partie en fait. Ça ressemble un petit peu à des macros si vous voulez mon avis. Elle souligne également la dureté du milieu en disant « La vie de mannequin est extrêmement difficile. Elles doivent rester en forme en permanence. Beaucoup de filles se privent de nourriture. Certaines prennent des pilules. Nombre d'entre elles sombrent
sombre dans la dépression dans un tel contexte. D'accord, donc effectivement, ça pourrait expliquer qu'elle se soit ôté la vie, mais la mère de Rouslana n'en démord pas. Elle décide d'engager un expert pour qu'il examine les blessures de sa fille. Elle va en avoir le cœur net parce qu'il y a plein de choses qui collent pas. Par exemple, sa chute. Elle a atterri à plus de 8 mètres de l'immeuble. Et ça, c'est pas normal. Il aurait fallu qu'elle prenne carrément son élan, qu'elle court, qu'elle saute et que dans l'élan, voilà, ça aurait justifié qu'elle atterrisse si loin. Quand on regarde la configuration de son appartement et surtout du balcon, on constate que c'est pas possible. Donc, sa mère pense qu'on l'a aidée, qu'on l'a poussée. Jetée. Autre détail aussi qu'elle relève, c'est que sa chevelure, justement, à la réponse qui a fait son succès, eh bien là, ils étaient coupés. Un peu n'importe comment en plus. Comme si quelqu'un avait voulu lui retirer ce qui faisait sa beauté, tel un acte d'acharnement avant d'en finir avec elle. C'est bizarre. En tout cas, cet expert d'Ukraine qui va examiner les blessures de sa fille va rendre son rapport et il affirme que les blessures ne sont pas forcément compatibles avec une chute, mais plutôt avec un accident de voiture. Bon, moi j'ai un petit peu des doutes là-dessus, mais après tout, c'est lui l'expert, mais quand bien même quoi. Elle a eu un accident de voiture avec quelqu'un et après il l'a ramenée chez elle et il l'aurait jetée par la fenêtre. C'est un peu bizarre. Ou alors, elle a reçu des coups qui auraient pu ressembler à un accident de voiture, mais ça fait beaucoup de ça aurait pu. Bref, il y a quand même autre chose aussi qui intrigue la mère de Rouslana, c'est le comportement de la police. En effet, une fois qu'ils étaient arrivés sur les lieux, ils n'ont pas vraiment examiné le périmètre. Ils ont surtout regardé en face, comme s'ils s'attendaient à voir quelque chose, ou qu'ils surveillaient quelque chose. Ils ont vraiment un peu bâclé la scène de crime, si je puis dire, même s'il n'y a pas vraiment de crime. Mais en tout cas, on ne peut jamais être sûr à 100% que quelqu'un s'est ôté la vie, même si de prime abord, oui, vu comme ça, on dirait, mais en tout cas, ils n'ont pas investigué dans ce sens-là. Autre chose également, il y avait des caméras de surveillance qui donnaient sur le bâtiment. On n'a jamais pu voir les bandes. Ça s'est quand même passé en plein jour dans un quartier financier de Manhattan et personne n'a rien vu. Il y a juste un témoin qui a vu la scène sur les derniers étages. Elle était en bout de chute, mais sinon, on n'examine pas les caméras, on mène pas d'enquête de voisinage ou quoi. Non. Donc effectivement, on peut se demander pourquoi, à moins que quelqu'un de la police ait voulu dissimuler des preuves. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'année 2007 a été très compliquée pour Rouslana. Elle a vécu une rupture amoureuse ainsi qu'une relation tumultueuse avec un oligarque russe qui l'a jetée comme une vieille chaussette. Elle qui rêvait de mariage et d'enfants, ça l'a complètement anéantie. Pour lui, elle n'était qu'une passade. Et pourtant, elle s'est accrochée. Elle lui a envoyé des messages. Elle a écrit des poèmes. Elle a essayé de le contacter. Il a fini par demander à son assistante qu'elle le laisse tranquille. On peut voir justement dans son blog des messages qu'elle postait, parfois sous forme de poèmes, où on voyait bien qu'elle cherchait un sens à sa vie, qu'elle n'en trouvait plus et qu'elle avait le cœur brisé. C'était assez évident quand on lit ces messages. Je vous cite par exemple un message du 1er janvier 2008. « Ça fait si mal. Quelqu'un m'a arraché une partie de moi, la piétiner sans pitié, la jeter aux ordures. Le 6 mars, elle écrit « Pourquoi piétiner mon amour ?» Le 7 mars, « Arrêtez de vous battre, les anges pleurent, nous pouvons faire mieux, l'amour est la solution. Mon rêve est de voler, oh mon arc-en-ciel est trop haut. » Le 11 mars, « Je sais ce que c'est, je sais pourquoi ma relation précédente n'a pas fonctionné, parce que je suis imprévisible. Pourquoi en as-tu peur? Ne me déteste pas, je t'en supplie, je le sens du plus profond de mon cœur, nous sommes plus proches l'un de l'autre que quiconque sur cette terre, ne reste pas silencieux, je t'en supplie. Je veux être avec toi, toi seul, je veux partager ma vie, mon lit avec toi, je veux t'aimer, toi seul, etc., etc. Ça va toujours dans le même sens. Ouais, elle allait vraiment pas très bien, la pauvre. Donc, ça vient quand même un petit peu confirmer l'hypothèse de l'otage de vie. Et un an plus tard, c'est son amie, le mannequin Anastasia Drozdova qui met fin à ses jours en Ukraine. Et en fouillant dans ses affaires, la mère d'Anastasia, qu'on appelle aussi Anna, découvre que les deux jeunes femmes, donc Anastasia et Rouslana, avaient toutes deux suivi des stages appelés aux Roses du Monde, des séminaires de développement personnel très intenses à Moscou. Et justement, la dernière personne que Rouslana a appelée avant de mourir, ça n'est pas sa mère, ça n'est pas son petit ami, parce qu'elle avait un petit ami à ce moment-là. Non, c'est son coach de vie. Et c'est là où je vous présente Vladimir Vorobeïv, qui est alors âgé de 22 ans. Il aurait rencontré Rouslana lors d'une soirée à Moscou en décembre 2007 et ils ont entamé une relation amoureuse. Le dernier jour de sa vie, Rouslana a fait une promenade à 10h du matin pour acheter des fruits.
puis elle a parlé à son petit ami Mark Kaminski, âgé de 32 ans, vers midi. Ils avaient prévu d'aller à l'anniversaire d'un ami ce soir-là. Puis après, elle a appelé Vladimir et lui a dit « Je sors ». Elle a dit qu'elle se sentait pas bien, qu'elle ne voulait parler à personne, déclare-t-il. Elle n'était pas d'humeur. Avant cela, elle se plaignait justement souvent de l'état de ses humeurs. Et quelques minutes avant qu'elle ne saute, elle a essayé d'appeler à nouveau Vladimir une seconde fois, mais il était dans un bar et lui a dit de rappeler plus tard. Donc il nous raconte que Ruslana se trouvait un peu à la croisée des chemins. Elle était épuisée par sa vie frénétique de top modèle, tantôt en train de faire un shooting, tantôt assister à une fête avec des milliardaires. Elle souffrait d'insomnie, elle avait perdu beaucoup de poids et sa carrière commençait à battre de l'aile. Donc sachant qu'elle était désespérée, ce Vladimir, donc son ex, il a présenté cette secte rose du monde quelques semaines seulement après leur rencontre. Et à l'origine, elle s'est inscrite pour un stage seulement de 3 jours à $900. Pour la petite histoire, Rose du Monde est dirigée par le millionnaire russe Vladislav Novgorodtsev, désolé pour la prononciation, là c'est très compliqué, qui aime bien exhiber sa richesse et ses vacances exotiques sur internet. Et justement, après que Ruslana ait passé donc les 3 jours de stage, elle a décidé de rester plus longtemps, à savoir 3 mois, pour faire un stage intensif avec son amie Anastasia. Elles y ont participé toutes les deux. Donc fin mars, elle est retournée à New York à la recherche de nouveaux contrats de mannequin, mais c'est là aussi qu'elle continuait à publier des messages assez inquiétants sur son réseau social russe. Donc manifestement, la Rose du Monde n'avait pas fait grand-chose, quoi. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils étaient censés faire? Alors justement, je vais vous l'expliquer. La secte de la Rose du Monde, connue sous le nom de Rosa Mira, est une organisation moscovite issue des écrits du mystique russe Danil Andriv. Cet auteur mystique ambitionnait d'unifier les concepts des principales religions du monde tout en croyant à la réincarnation et au karma. Le centre de formation Rose du Monde a été fondé en 99 et il s'inspirait directement des cours de développement personnel Lifespring, déjà entouré de scandales depuis les années 70. Des revues de psychologie qualifiaient cette organisation de pathologique et l'accusaient d'utiliser des techniques de contrôle et de pression psychologique empêchant les participants de quitter le groupe, et tout d'une secte. Au départ, ces formations ont connu un succès phénoménal. Plusieurs centaines de milliers d'Américains y ont participé et l'entreprise affirmait que 90% des participants donnaient des retours extrêmement positifs. Sauf que les 10% de mécontents ont commencé à grossir avec le temps. Il y a eu de plus en plus de témoignages qui ont émergé et c'était pas du joli. Stress intense, troubles mentaux, carrière et vie détruite. Parmi les participants de Lifespring, par exemple, un homme, après la formation, était convaincu que Dieu lui avait demandé de sacrifier son plus jeune fils. Et une autre femme pensait qu'elle pouvait contrôler les feux de signalisation. Oui. Et rapidement, d'autres incidents mortels, cette fois-ci, ont commencé à apparaître dans la presse. Du coup, les fondateurs de Lifespring se sont retrouvés au cœur de poursuites judiciaires et d'enquêtes journalistiques, mais durant son existence, l'entreprise a engrangé des petits, elle a fait des clones, des petites structures à droite à gauche, afin de les calquer sur le même modèle et de former le même genre de coach de vie, dont la Rose du Monde. Donc cette secte affirmait que sa mission était le développement harmonieux et global de l'être humain dans le monde matériel, mental, émotionnel et spirituel. En réalité, ces formations visaient à supprimer la conscience individuelle. Et d'après certains témoignages, quand ils étaient là-bas, tout allait bien, ils se sentaient les rois du monde, sauf qu'une fois qu'ils ressortaient, leur vie s'écroulait. Ils entraient alors dans des crises profondes aux conséquences imprévisibles. Et c'est exactement ce que les proches de Ruslana et d'Anna, au passage, ont constaté après qu'elle ait participé à ce stage. Pourtant, ils disent que nos séminaires vous apprendront à réaliser vos objectifs et à acquérir la richesse matérielle. Alors, il y a un auteur qui a écrit justement un livre à propos de tout ça, parce qu'après la mort de Ruslana, il a été très intrigué par cette secte et l'infiltré. Donc il a fait le stage de 3 jours. Et alors voici ce qu'il raconte. Quand on entre dans la rose, il y a les ténèbres et les cris. Tout est conçu pour assommer l'esprit conscient, suspendre la pensée critique. Puis le coach de vie apparaît. Il parle si vite qu'on ne peut s'empêcher d'être confus, le micro réglé à un volume assourdissant. Dans les jours qui viennent, vous ressentez un certain malaise, de la peur
mais c'est normal. C'est la barrière intérieure que vous devez franchir. Il y a 40 personnes dans la salle, invitées à confesser leurs pires expériences, des récits d'abus de parents maltraitants. Et justement, il a appris, en discutant avec des gens là-bas, que Ruslana était l'une des oratrices les plus actives. Elle se confiait souvent sur la mort de son père et sur ses déceptions amoureuses, qu'elle pleurait en public, mais elle pouvait aussi taper des grosses crises de rire. 3 jours de cris, de souvenirs refoulés, de méditation suivie de danse, de larmes suivies d'extase, toutes les émotions intenses que vous avez jamais ressenties, condensées en 3 jours qui ont bouleversé votre vie, raconte cet auteur Peter. Les modèles se sont inscrites à des formations supplémentaires, chacune un peu plus chère et plus intense que la précédente. Un autre membre de la secte a confié à ce Peter, donc cet auteur infiltré, qui connaissait Ruslana, eh bien, il aurait dit qu'elle avait déjà tenté de mettre fin à ses jours plusieurs fois, et ce depuis ses 15-16 ans. On ne sait pas d'où il a sorti ça, mais il l'a sorti. Il dit que c'était une solitude que personne ne comprenait. Des amis ont également, comme je vous disais, remarqué des changements de comportement chez Ruslana. Elle était devenue plus agressive, elle s'était même mise à jurer, elle qui disait jamais de gros mots. Et pareil du côté d'Anastasia. Elle provoquait des disputes puis fondait en larmes. Et quand elle a commencé à louper des castings, elle s'est repliée sur elle-même. Donc face à tout ça, quand ce Peter a parlé justement à l'un des coachs de vie qui connaissait bien Ruslana, il lui aurait dit « Ruslana est une victime typique. Parfois, il vaut mieux sauter la vie que de ne pas changer. » Voilà. Alors comme je vous disais tout à l'heure, l'attrait de Ruslana pour cette secte s'est manifesté donc quand elle a rencontré ce fameux Vladimir, et à une époque où ça commençait à pas aller très bien pour elle, notamment au niveau du travail. Et elle pensait justement qu'en intégrant cette secte, ça allait l'aider à développer sa personnalité et que peut-être elle irait mieux. Elle avait accumulé les déceptions amoureuses avec des hommes riches qu'elle croyait amoureux, mais non. Et donc ce chagrin d'amour a entraîné une perte de poids. Mais tout ça, ça a un petit peu joué finalement au même moment. Parce que justement, ce Vladimir, il y est pour quelque chose. C'est quand même lui donc qui l'a introduit à cette secte, mais c'est surtout de lui dont elle était amoureuse. Il avait 22 ans à ce moment-là, ils s'étaient rencontrés à Moscou et c'était comme une bouffée d'air frais dans leur vie à tous les deux. Lors de leur premier rendez-vous, ça s'est fini par des baisers sous la pluie intense. Et il dit même, peut-être éprouvait-elle des sentiments pour moi, on se voyait souvent, je la soutenais, sa vie n'était pas un long fleuve tranquille, mais il y avait un hic. Vladimir n'était pas libre et sa compagne était enceinte. Et justement, entre la période où Ruslana était partie faire des shootings un peu à droite à gauche et le moment où elle est décédée, et pile pendant cette période-là, il s'est marié avec sa compagne. Donc, d'après ce qu'il dit, Ruslana le savait, il lui a dit que jamais ne quitterait sa femme, mais qu'il serait toujours là pour elle. Il précise aussi que Ruslana déboursait des milliers de dollars pour suivre les cours de Rose du Monde au centre de formation Rosa Mira à Moscou, en sa compagnie donc, et aussi avec Anastasia. Et c'est à peu près à ce moment-là, donc qu'elle a commencé à écrire des phrases du type « Si je suis là pour les autres, qui est là pour moi ? Et si je suis là pour moi-même, à quoi bon ?» Après, on peut voir des messages du style « C'est le chaos, je n'ai pas de foyer, il me faut quelqu'un pour que l'ordre règne. » Bon, autre fait aussi qui était un point de divergence entre les proches de Ruslana, parce que comme je vous disais tout à l'heure, pour des amis et sa mère, tout allait bien, sa carrière se portait bien, elle avait des contrats, il n'y avait pas de soucis. Sauf que pour d'autres, c'était pas du tout le même son de cloche. Ils disent qu'elle était sans le sou et qu'elle souhaitait désespérément quitter le mannequinat. Il y a même une amie à elle qui a confié « Je suppose que du jour au lendemain, elle n'était plus une débutante. Cela la déprimait. Elle avait gagné sa vie et voulait maintenant absolument quitter le mannequinat. » Donc comme je vous disais, au moment de sa mort, elle travaillait, donc elle était récemment allée à Paris pour faire un shooting photo et elle devait se rendre au Texas le lendemain de son décès. Et elle devait ensuite fêter ses 21 ans avec son petit ami et ses amis 3 jours plus tard. Et la veille de sa mort, elle avait participé à une séance photo sur un toit du Midtown Manhattan. Et là, je vous présente un autre personnage de notre histoire qui s'appelle Artem Perchenok, qui a alors 24 ans et qui avait été en couple avec Ruslana un petit peu avant, mais ils avaient rompu automne 2007, mais ils étaient restés bons amis. Et justement, elle était avec lui le jour de sa mort. Ils avaient passé la soirée ensemble chez ses parents à lui dans le Queens, ils avaient regardé le film Ghost. Il l'a ramenée chez elle à 4h du matin et quand ils se sont dit au revoir, elle l'a embrassé et il a eu l'impression qu'elle lui disait au revoir. Il se souvient aussi que dans la conversation, elle lui avait évoqué qu'elle avait discuté avec son agent parce qu'elle ne savait plus quoi faire de sa vie et qu'à chaque fois qu'un travail tournait mal, elle se
faisait du mal. Mais selon lui, elle allait quand même très bien. Elle avait un nouveau petit ami, Kaminski, qui travaillait dans les voitures de luxe et elle lui avait même confié, lui, il me comprend. De son côté, Vladislav, donc le chef de la Rose du Monde, lui aussi dit qu'il connaissait bien Ruslana. Il dit: je l'ai vue et j'ai entendu ses histoires, des histoires que personne d'autre n'avait entendues. Ce qui l'a caractérisé le plus, c'était sa solitude. Personne ne lui était vraiment cher, à l'exception de sa mère. Pour lui, si elle en est arrivée à là, ça n'a rien à voir avec la Rose du Monde, c'est uniquement à cause de son travail et de sa rupture avec Vladimir. Elle a vécu une histoire d'amour à Moscou, mais rien n'a pu se passer car le jeune homme était marié. Elle a également demandé de l'argent, 10 000 roubles, soit environ 400 $, comme quoi ça aurait pu la sauver. C'était 10 jours avant qu'elle décède. Ça confirme certains qui disaient qu'elle n'avait pas d'argent. Donc Vladislav a affirmé plus tard en 2011 que les décès de Ruslana et Anastasia l'avaient contraint à fermer aux Roses du Monde. Là-dessus, on va pas le plaindre. Il dit: j'ai dû fermer mon entreprise car tous mes clients m'ont abandonné. Et pourquoi ? Nous faisions du bon travail. Et pourtant, des top modèles se sont ôtés la vie à cause de leur vie dissolue. Il y a un autre membre haut placé de la secte qui déclare carrément que Ruslana n'a pas pu s'ôter la vie. Elle était en rétrogression, selon lui. Elle se sentait un peu bizarre. Elle errait en ville, sans trop savoir ce qu'elle faisait là. Il lui arrivait peut-être de pleurer la nuit, mais elle n'aurait pas pu s'ôter sa vie. On l'a guérie de tous ses problèmes. Bien sûr. Avant sa mort, il a même été rapporté qu'elle avait rejoint un groupe d'entraide russe très actif. Mais le groupe a fini par envahir la vie de Ruslana, au point que ses amis, donc, comme je vous disais, ont remarqué des changements troublants chez elle, perte d'appétit, perte de poids, insomnie et un comportement inquiétant. Pourtant, les membres de Rose du Monde persistent et signent que tout ça, c'est normal, c'est la régression. Il faut en passer par là pour grandir. Et Anastasia, elle, pourquoi ? Ah bah alors elle, ils disent qu'elle était déjà perdue. On a essayé de l'aider vraiment, mais elle a refusé la transformation. C'est la faute du mannequinat, peut-être des substances, mais pas de nous. Alors ce Vladislav, bien qu'il ait affirmé que la Rose du Monde avait été dissoute en 2014, il s'est pas arrêté pour autant. Il a encore sévi dans une autre organisation qui s'appelait cette fois-ci Novgorodtsev Education, une société qui servait également de façade à Rose du Monde, et ça c'était en 2014. Alors c'était également le même principe, il proposait des stages de 3 jours pour les Russes stressés à hauteur de 700 $. Et il se décrit comme un maître de la compréhension des motivations du comportement humain et que des milliers de personnes sont devenues ses clients et parmi elles des banquiers célèbres, des propriétaires de maisons d'édition et des hommes de spectacle. Je veux montrer aux gens une autre façon de penser. On peut voir dans ses réseaux sociaux que ce type-là, il vit la belle vie. Il est marié, il est père de 2 enfants. Il dit avoir vécu aux États-Unis. On le voit également à travers le monde lors de séjours de luxe, à Monaco, Maldives, à Ibiza, faire du ski à Courchevel, à Venise, en Suisse. Donc oui, tout ça, ça paye. Donc au final, à ce moment-là, on se dit, bon, effectivement, cette secte, ça l'a complètement foutu en l'air. Au lieu de l'aider, ça l'a enfoncé. Donc peut-être qu'effectivement, ça a pu l'amener à un geste fatal. Mais on va découvrir encore autre chose bien des années plus tard. Et là, on arrive donc en 2024. Il y a des documents judiciaires qui ressortent concernant le financier américain et délinquant S. À votre avis, de qui je parle ? Jeffrey Epstein. Et ces documents évoquent aussi sa compagne et complice, Ghislaine Maxwell. Et donc, dans ces documents, on découvre qu'en 2006, alors que Ruslana n'avait que 18 ans, elle a embarqué à bord de son jet de l'enfer, le Lolita Express, direction la tristement célèbre île de Little St. James, propriété d'Epstein. Et pour rappel, même si je pense que j'ai pas besoin de le faire, mais quand même, pour rappel, c'est quand même dès 2005 qui était devenu de notoriété publique que Epstein était impliqué dans le recrutement de jeunes filles pour ses activités illégales. Il leur promettait de l'argent, des carrières de mannequins, même des titres d'ange Victoria's Secret. Naturellement, tout ça, c'était du vent. Tout ça, ça se finissait par des traumatismes psychologiques profonds ainsi que du chantage. Et oui, Epstein prenait secrètement des photos et des vidéos des jeunes femmes dans des situations compromettantes, dégueulasses,
noces. Et c'est donc à bord de son fameux jet privé, le Lolita Express, qu'il transportait donc des filles, voire même des très jeunes filles, des enfants, pour ses clients influents. Et toujours est-il que Epstein a été condamné pour tout ça, mais il est mort dans sa cellule en 2019, soi-disant en sautant la vie avec une corde. Comme par hasard, les caméras ce jour-là n'ont pas fonctionné. Enfin bref, je m'égare, c'est un autre sujet. Comme je vous disais donc dans tous ces documents, on a retrouvé des registres de vol qui indiquaient que Ruslana avait embarqué à bord du Lolita Express à New York le 7 juin 2006 à destination de l'île de l'Enfer, depuis l'aéroport JFK. Et à bord justement de cet avion se trouvait donc Jeffrey Epstein lui-même, son garde du corps Igor Zinoviev, ancien combattant de l'UFC, ainsi que son chef cuisinier Lance Calloway. Deux autres femmes figuraient également sur la liste des passagers, Sarah Kellen, l'assistante de longue date d'Epstein, et Stephanie Tidwell. Et si vous demandez comment Ruslana s'est retrouvée à bord de cet avion, déjà, faut pas oublier non plus que dans l'histoire, il y a donc Gisèle Maxwell, qui était justement là pour se lier d'amitié avec de jeunes femmes, belles et vulnérables, c'est toujours mieux, afin de les attirer dans la toile d'Epstein sous prétexte d'aider leur carrière. Selon plusieurs témoignages, Epstein promettait souvent aux femmes une aide spéciale pour des visas ou d'autres opportunités professionnelles, à condition qu'elles travaillent pour lui. On ignore ce qui s'est réellement passé sur cette île, mais une chose est certaine, c'est que selon ses proches, après ce voyage, Ruslana a commencé à traverser une crise existentielle qui l'a poussée à se chercher jusqu'à donc rejoindre la secte Rose du Monde. Sachez que Ruslana a quand même finalement trouvé le repos dans tout ça. Elle est enterrée à Moscou. Sa mère Valentina a déclaré à un journal russe: la capitale russe était l'une des villes préférées de ma fille. Elle aurait voulu que Moscou, qu'elle aime tant, soit sa dernière demeure. Voilà pour l'histoire de Ruslana, et pour quand même revenir un petit peu sur l'histoire d'Epstein. Donc si on fait les calculs, elle s'est retrouvée sûre et certain sur cette île en juin 2006. Elle a commencé à aller mal en 2007 jusqu'à son décès. Donc quand même, on peut voir dans le timing qu'il serait possible qu'il lui soit arrivé ce qu'on imagine tous sur cette île, qu'elle ait vécu des sales trucs, après rupture amoureuse, en plus le boulot qui commence à moins marcher, enfin voilà, il y a eu, on va dire, plein de choses qui ont fait effet boule de neige, qui se sont accumulées, et ça pourrait donc effectivement justifier le fait qu'elle se soit ôté la vie. Maintenant, il reste quand même des zones d'ombre. Alors l'histoire de la mafia russe, c'est une possibilité, et ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que en Russie, il y a quand même un contexte particulier qui est mis en place autour des mannequins, mais pas que, c'est aussi comme ça dans le milieu du sport par exemple. Ils vont repérer des jeunes filles qui souvent vivent dans des conditions vraiment dramatiques. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de chauffage, mais elles ont un truc, un talent particulier. Je pense notamment aux patineuses artistiques ou alors des mannequins, et ils vont les prendre sous leur coupe et les faire travailler. Et effectivement, le fait de se dire que Ruslana voulait quitter le mannequinat, mais qu'elle était un mannequin bien payé, même si là, ça battait un peu de l'aile, elle avait quand même rapporté beaucoup d'argent. Donc de se dire qu'elle aurait été éliminée parce qu'elle voulait partir, ça peut aussi se tenir, parce que les gens là dont je vous parle, faut un peu les voir comme des macros en fait. Elle bosse pour eux, tout ce qu'elle rapporte, tous les contrats qu'elle rapporte, elle a une petite part par rapport à ce que eux touchent. Donc si elle veut partir, alors qu'elle n'a que 20 ans, elle pouvait encore faire une carrière sur 10 ans au moins, ouais, elle fait perdre des pépettes quoi. Et ça coïncide bien aussi avec le témoignage d'autres personnes qui disent qu'elle n'avait pas un rond. Effectivement, si elle a d'autres têtes derrière qui gèrent son argent, malgré tous ses contrats, ça justifierait donc le fait qu'elle n'avait finalement pas grand-chose. Donc il y a ça, le fait qu'on lui devait également 500 000 $, d'après ce que j'ai trouvé. Est-ce que du coup, le fait qu'elle ait porté plainte ou qu'elle voulait porter plainte, ça allait faire du tort à ces gens, et du coup on aurait voulu éviter tout ça quoi. Donc hop, on s'en débarrasse. C'est ça en fait le problème dans cette histoire, si vous voulez, c'est que là pour le coup je suis vraiment partagée. Je crois aussi bien qu'elle ait pu sauter la vie que l'hypothèse qu'on l'ait aidée grandement à en finir. Il est vrai que de se dire une fille qui a le vertige saute, bon allez, on va dire que ferme les yeux et voilà. Mais encore une fois, il est vrai que pour atterrir 8 mètres plus loin, c'est bizarre. L'idée de prendre son élan, comme je vous dis, avec son petit balcon, et de taper un sprint et de sauter comme ça, c'est pas crédible en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Et pourquoi ? Qui ?
Je crois qu'on ne le saura jamais. Est-ce que, comme certains disent, elle aurait effectivement vu des choses sur l'île d'Epstein, des gens impliqués de haut rang et qu'elle dérangeait, donc on aurait voulu se débarrasser d'elle à cause de ça. En fait, tout est possible. Donc c'est compliqué, le mystère reste entier concernant cette pauvre petite décédée à l'âge de 20 ans en 2008. Mais écoutez, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, je le dis rarement, mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à la booster aussi si le cœur vous en dit. Moi, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao.